Voici une partie jouée entre Grivas Efstratios et Vassili Smyslov en 1993. Vous avez les blancs, que joueriez-vous? Prenez un bon quart d'heure pour réfléchir. Mettez-vous en condition de compétition, comme si vous étiez en tournoi. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause. Je considère que vous l'avez fait, on va passer à la résolution du problème. Ce problème vient de l'excellent livre Modern Chess Planning par Efstratios Grivas, justement. Il y présente l'une de ses propres parties avec cette position clé qui constitue le problème du jour. Et voici l'évaluation qu'il fait alors de la position. Les noirs sont en retard de développement, et ça se voit bien, le fou est toujours sur la case F8 et les noirs n'ont pas roqué. Mais les noirs possédant la paire de fous et un centre convenable, s'ils parvenaient à compléter leur développement, ils seraient parfaitement satisfaits de leur position. Les blancs ont l'air mieux grâce à leur développement harmonieux, mais il faut trouver le plan approprié pour faire la différence. J'ai moi-même réfléchi comme vous sur la position un certain temps, et mon analyse a commencé, comme je le préconise toujours, par le calcul des coups forçants. J'en vois ici deux particulièrement évidents, cavalier D5 et C5. De prime abord, C5 paraît assez attrayant. En effet, on s'apprête à démolir la structure des noirs après cavalier prend C5, fou prend C5. Les noirs émergent avec des pions doublés isolés sur la colonne C, sur laquelle les blancs ont déjà une tour, mais en échange, ils disposent cependant de la paire de fous. Il faut donc essayer de continuer le calcul pour voir si on peut avoir un retour sur investissement. Je rappelle que tout ce que vous avez sous les yeux doit normalement être fait de tête, puisque vous devez anticiper la meilleure suite de coups. On calcule donc ici encore cavalier A4, qui attaque le pion C5 et ouvre la colonne C, après quoi non seulement les noirs pourraient défendre leur pion par dame A5, mais le simple C4, attaquant la dame, dame C3, la déplaçant contre-attaquant E5, F6 pour défendre le pion, nous amène à la conclusion que certes, même si les blancs vont bien récupérer le pion C4 par cavalier D2, le temps mis pour le faire va permettre aux noirs de compléter leur développement, et la pleine paire de fous dont disposent les noirs fait plus que compenser les affaiblissements des pions C6 et A7, tout en soulignant que le cavalier A4 est toujours excentré, sans raison désormais. Cela écarte donc le coup C5. J'ai également analysé cavalier D5, qui paraît particulièrement attrayant lui aussi, puisqu'après pion prend D5, qui serait une erreur, pion prend D5, les blancs vont récupérer leurs pièces avec intérêt, puisqu'après par exemple dame B7, pion prend E6, pion prend. Les noirs ont 3 îlots de pions, des diagonales et des cases faibles à tout va, et le simple coup dame C4 souligne particulièrement bien le problème des noirs. Le problème c'est que cette ligne n'est absolument pas forcée, et après cavalier de D5, les noirs peuvent tout simplement jouer un coup tranquille comme dame B7, et on se retrouve ici bien ridicule avec notre cavalier D5 qui doit a priori repartir. Cela écarte donc les coups forçants. Et donc, en bon élève discipliné de l'école classique des échecs que je suis, les prochains coups que j'ai alors considérés sont des coups de développement. On sait qu'a priori les prochains coups des noirs sont fou E7 et petit roc, les coups automatiques. D'autre part, il nous reste une tour à développer qui ne joue pas. Quoi de plus naturel alors que de jouer tour D1? On place la tour sur la colonne semi-ouverte, on tape le pion D6, et en bonus, si les noirs jouent fou E7, alors maintenant on a cavalier D5. Comme déjà mentionné, si les noirs prennent le cavalier, on va récupérer la pièce avec intérêt. Et les noirs sont dépassés par leur faiblesse. Et maintenant, si la dame bouge tout en défendant le pion avec dame B8, alors on va gagner le fou E7 et on va garder la pression sur D6. On aura récupéré la paire de fous et déroqué les noirs tout en leur maintenant une faiblesse en D6 qui va être difficile à défendre. Les blancs ont clairement l'avantage. J'ai donc assez rapidement considéré que tour D1 devait être la solution et je m'étais dit que je pouvais passer à la suite. Comme il le fait dans tout son livre sur chaque problème, l'auteur mentionne ensuite 3 plans différents entre lesquels il faut choisir. Je m'étais bien gardé de ne pas les lire afin d'éviter de me spoiler et d'avoir un jugement critique par moi-même sans avoir besoin de recourir à un choix multiple. Et je m'étais dit qu'une fois que j'émergerais avec la solution sur chaque problème, j'irais lire les choix et vérifierais qu'effectivement le plan que j'allais choisir était bien au moins proposé par l'auteur. Et effectivement, le plan de tour FD1 est la réponse A proposée par l'auteur avec l'idée que je viens justement d'exposer. L'auteur propose un plan B qui commence par le coup cavalier H4. Une idée particulièrement intéressante puisqu'après fou E7, en occupant l'avant-poste de Kasparov en F5, on force essentiellement les noirs à donner leur bon fou de case blanche. De plus, après fou prend F5 pion prend F5, on se libère l'importante case E4, sur laquelle on voit bien sûr débarquer le cavalier.
Après petit roc, cavalier E4, les noirs ont l'air sous pression. Le pion D6 est faible, les noirs restent avec leur mauvais fou. L'auteur suggère alors qu'on puisse considérer la position blanche préférable parce qu'on contrôle les cases blanches du centre et que les pièces blanches occupent de meilleurs postes que celles des noirs. Il se trouve cependant qu'après un coup très simple comme cavalier F6 qui propose l'échange des cavaliers, les noirs ayant moins d'espace, les blancs arrivent en fait assez vite à un point mort. Par exemple, cavalier prend F6, fou prend F6, tour D1 pour attaquer D6, tour FD8, et on est bien en peine de continuer avec un plan correct pour passer la position noire, les blancs n'ayant pas de levier convaincant. Et finalement, l'auteur propose un troisième plan, B4, B5. L'idée est d'affaiblir la case D5, puisque si le pion arrive en B5 par un chantage à l'échange, les noirs ne pourront plus défendre avec leur pion C6 la case D5, peu importe ce qu'ils vont jouer. Un plan assez classique en réalité, et pour être tout à fait honnête, j'y avais pensé un moment et l'avais écarté rapidement à cause d'un coup. Je m'étais dit en effet qu'après cavalier B6 qui attaque C4, les blancs seraient a priori obligés de jouer un coup défensif comme cavalier D2 par exemple, et comme j'avais déjà pensé à tour FD1, et que comme l'échange de coups cavalier B6 et cavalier D2 a l'air un peu plus passif pour les blancs et un peu plus actif pour les noirs, ça pouvait pas être si bon, en tout cas pas meilleur que tour FD1. Et je me suis arrêté là. Je passe donc à l'espace solution du livre pour découvrir avec stupéfaction que l'auteur balaie nonchalamment le coup tour FD1 avec dame A5 et lui donne 0 points. Oui, parce que l'auteur fait un système de points sur les plans en fonction de si on a trouvé un plan à peu près correct ou non, et celui-là il lui a donné 0 points. Hors de question, parce qu'après dame A5, et toute une ligne bien précise qu'on va pas vraiment jouer sur l'échiquier parce que c'est pas le sujet, vous allez voir, les noirs s'en sortent bien. Alors je suis un peu piqué dans mon ego parce que j'étais quasiment sûr d'avoir trouvé. En tout cas, j'étais convaincu que ce que je proposais devait pas être déconnant quand même, et j'ai mis la position sur l'ordinateur. Je décide alors d'allumer Stockfish pour découvrir que tour FD1 a effectivement les faveurs de l'ordinateur. Bon, alors l'évaluation elle fluctue pas mal en fonction de la profondeur de calcul, et profondeur 34, tour FD1 est un petit peu mieux que B4, 0,1 point environ. Avec au passage, vous pouvez le noter, un autre coup bizarre qui est H3. Ne demandez pas trop d'explications, je ne sais pas trop pourquoi l'ordinateur veut jouer H3. Et donc voilà, j'étais soulagé, je l'avais, mon biais de confirmation qui allait me faire penser que j'étais beaucoup plus malin qu'un grand maître, et que j'aurais ici potentiellement joué un peu meilleur coup, et qu'une bonne compréhension des principes génériques du développement et du positionnement des pièces suffit largement à trouver bien souvent le meilleur coup. Et en plus, l'auteur a osé mettre 0 point à ce plan, 0 point. Il doit forcément être complètement à côté de la plaque. En plus, ce livre il est sorti en 2007, à une époque où les ordinateurs n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. L'auteur a certainement dû vérifier sa solution à une époque où l'ordinateur devait afficher une évaluation différente, avec des coups différents. Et où tour FD1 n'était peut-être pas le premier coup de l'ordinateur, et donc il a quand même mis la solution parce qu'il affichait B4, quelque chose du genre. J'allais bientôt prendre une leçon d'humilité qui est la raison de cette vidéo. Commençons par analyser un peu les commentaires du coup tour FD1. Lorsque j'ai considéré le coup tour FD1, à part la réponse fou E7, je ne me suis pas spécialement penché sur les options des noirs. Je m'étais dit que fou E7 n'était pas un coup jouable pour les raisons qu'on a déjà mentionnées, mais je m'étais dit que tout autre coup qui rejouerait une pièce, et notamment la dame noire pour ensuite pouvoir sortir le fou en E7, ne serait qu'une perte de temps. D'ailleurs, lorsqu'on joue le coup proposé par l'auteur et qu'on demande à l'ordinateur ce qu'il en pense, après dame A5, l'évaluation de la position augmente encore pour les blancs. L'auteur serait-il donc complètement à côté de la plaque ? Bien sûr, en pensant à tour FD1, j'avais imaginé que les noirs pourraient parer la menace en bougeant la dame, puis en développant leur fou en E7 sans laisser cavalier D5. Mais j'avais arrêté mon raisonnement ici, en me disant, moi j'ai développé une pièce, mon adversaire rejoue une pièce sur une case où elle n'est pas forcément meilleure. Mais qu'est-ce que j'aurais joué, là, maintenant ? Eh bien, je n'en savais rien. En fait, je me suis même pas vraiment posé la question. Je m'étais dit que par principe, un tel échange de coups devait être favorable aux blancs, et c'est tout. En fait, ce qu'il fallait comprendre ici, c'est qu'après dame A5, la dame ne défendant plus le pion D6, cavalier H4 devenait très fort.
coup que je n'aurais pas forcément considéré, parce qu'après G6 notamment, qui paraît assez naturel, il faut encore voir que cavalier F5 devient extrêmement fort. Parce que la dame ne défendant plus D6, cavalier prend D6 menace, et sur pion prend F5, on va récupérer le fou dans de bonnes conditions. Toutes les lignes vont s'ouvrir sur le roi noir qui n'a plus d'abrissure, et les noirs peuvent en fait abandonner. A noter que dans la position de départ, après cavalier H4, si les noirs jouent G6, alors ici cavalier F5 ne marche pas vraiment. Parce qu'en fait, les noirs ne sont pas obligés de prendre, et ils peuvent par exemple jouer cavalier C5, qui a l'air moche positionnellement, mais le doublement des pions noirs n'est pas si grave parce qu'ils contrôlent très bien le centre et les cases importantes de la position. C'est seulement si vous avez compris ces nuances que tour FD1 devient un bon coup après dame A5. Sauf qu'après tour FD1, dame A5, ça n'est pas le seul coup. Que fait-on sur dame B7 par exemple? Eh bien ici, l'ordinateur annonce gaiement que H3 est bien évidemment le meilleur coup. Pour des raisons qui me paraissent absolument nébuleuses et que je n'aurais a priori pas trouvées sur l'échiquier. Et vous pouvez voir que les autres lignes donnent un avantage blanc beaucoup plus minime. Mais ça n'est pas fini, les noirs peuvent aussi jouer tour B8, menaçant le pion B2. Rappelons que tour FD1 ne menaçait rien en réalité. Après B3, qui paraît être à peu près le seul coup raisonnable, fou G4, qu'est-ce qu'on fait? Les noirs ont peut-être l'idée de saper nos pions rois. Comment on réagit? C'est quoi maintenant la suite du plan? Ici l'ordinateur joue souplement cavalier A4, qu'il faut évidemment avoir un sang-froid inébranlable pour jouer, et se laisse doubler les pions rois pour des raisons qui m'échappent. Pour conclure, vous comprenez donc bien que si tour FD1 est, d'après l'ordinateur, le meilleur coup objectif ici, vous devez alors être capable de trouver le meilleur plan sur chaque réponse des noirs, et ce meilleur plan est spécifique à chaque réponse des noirs. Vous n'allez pas pouvoir jouer le même coup indépendamment de ce que vont faire les noirs. Tour FD1 est un coup de développement qui ne menace rien et qui laisse les mains aux noirs pour élaborer leurs propres menaces. Voyons maintenant plutôt la partie du grand maître Grivas Efstratios. Après B4, qu'il a joué dans la partie, le plan est très clair. Le prochain coup des blancs, a priori, c'est B5, et ce, à peu près quoi que fassent les noirs. On va analyser le coup qui m'a retenu, qui était cavalier B6, mais commençons par à peu près tous les autres coups. Que les noirs jouent dame B7, tour B8, A5, G6 ou que sais-je, B5 restera le choix favori des blancs et il sera a priori très bon. La réponse et le plan des blancs ne va pas essentiellement changer en fonction de ce que vont jouer les noirs. Cavalier B6 est certes le seul coup qui paraît un peu embêtant de prime abord, mais si on lui trouve une solution convenable, alors a priori on pourra mettre à l'exécution le plan. Sauf qu'après cavalier D2 qui défend simplement le pion, les noirs ne peuvent en fait plus rien faire contre B5. S'ils s'acharnent avec A6, c'est facile de trouver les coups logiques, A4 puis B5, au minimum. En fait, on peut même jouer cavalier D5 ici. Après B4, comme on a un plan clair, les coups deviennent très faciles à trouver. Voyons la suite de la partie. Les noirs voulant jouer le fou en E7 sans se prendre cavalier D5, ils ont commencé par dame B7. Et sans surprise, les blancs ont joué B5. Ils ont continué leur développement par fou E7. Et je vous laisse un moment de réflexion, mais je pense que vous n'avez pas de mal à trouver les deux prochains coups de la partie. À la différence des variantes qui auraient été issues de tour FD1, les coups sont beaucoup plus faciles à trouver, et quoi que fassent les noirs. Ici bien sûr on prend un C6 et on met un cavalier en D5, c'était le plan. Dans la partie, les noirs ont mis le fou en D8, quoi d'autre, ils peuvent pas roquer. En réalité l'ordinateur donne ici plutôt tour C8, ce qui n'est absolument pas évident puisqu'on n'a pas envie de rendre la paire de fous, dont notamment le précieux fou E7 qui défend le point faible D6. Donc fou D8 qui est une erreur paraît pourtant parfaitement logique en réalité. Et je vous passe la suite de la partie qui est un peu compliquée hors sujet, mais si je vous avais promis un cavalier en D5 au début du problème, je pense que vous auriez tous sauté sur l'occasion. Cette vidéo avait notamment pour but de mettre l'accent sur un point très important, les biais de confirmation que nous infligent les évaluations d'ordinateur. Lorsque je débriefe par exemple des parties avec des joueurs de compétition, j'entends très souvent dire « Ah, là j'ai déconné, regarde l'évaluation, elle passe à -2, à -3 ». Et parfois ils passent rapidement sur les premiers coups de leur partie en disant « Bah là il n'y a pas eu d'erreur, on a joué tous les premiers coups d'ordi ». Alors que non, parfois certains coups n'obéissent pas à des logiques bien définies, sont flexibles, laissent la main à l'adversaire. Et en fonction du niveau auquel vous vous situez, un coup comme tour FD1 peut être un coup absolument brillant ou un coup médiocre. En fait, ça va surtout dépendre de la suite de vos coups en fonction de chacune des variantes de votre adversaire. Est-ce que vous avez vraiment tout prévu sur tour FD1 ou est-ce que vous jouez ce coup par principe ?
parce que c'est un coût de développement. Si un joueur à 1500 et low feed joue tour FD1, alors c'est très bien, il n'y a pas vraiment de critique à faire sur ce coup, c'est un bon coup de développement, ça met la tour sur une colonne semi-ouverte, ça respecte les principes, ça joue pas 2 fois la même pièce sans raison, c'est excellent. Mais si un joueur à 2000 Elo ou à 2100 Elo joue le coup tour FD1, alors ça n'est pas très inspiré, parce que si on lui demande les raisons qui lui ont poussé à faire ce coup, il va probablement pas dire grand chose d'autre que « j'ai développé ma tour sur sa colonne naturelle, j'ai attendu de voir ce que feraient les noirs, et puis j'empêche fou E7 avec cahier D5. » Là, on pourrait critiquer tour FD1 et dire non, tu n'accomplis pas grand chose avec tour FD1, tu ferais mieux de jouer B4, B5 et de gagner la caisse D5 pour ton cavalier. Par contre, si un joueur comme Carlsen joue tour FD1 et qu'on lui demande en interview après la partie pourquoi il n'a pas joué B4, B5 et qu'il vous répond parce que sur tour FD1, Dame A5, j'avais vu cavalier H4, G6, cavalier F5, que l'intervieweur lui pose la question et sur tour B8 et qu'il vous répond j'avais prévu B3 et que sur fou G4 j'avais compris que je pouvais me laisser doubler les pions, s'il vous répond ça, alors tour FD1 est un coup brillant. Un coup tactique comme stratégique ne peut pas être évalué indépendamment des coups qui vont le suivre. Si j'avais moi-même joué tour FD1 en partie, j'aurais vraisemblablement rendu l'avantage que j'aurais obtenu par ce coup très rapidement sur quelques coups des noirs. J'aurais certainement pas trouvé les plans alambiqués de l'ordinateur pour justifier proprement le coup tour FD1. Par contre, il était assez clair qu'après B4, comme je comprends bien l'idée du coup, je n'aurais vraisemblablement pas eu trop de mal à trouver les coups suivants, peu importe ce que fassent les noirs, et à conserver un bon avantage. Restez donc très critique envers les coups proposés par un ordinateur, même s'ils corroborent votre point de vue. Et gardez à l'esprit que très grand nombre de vieux livres de l'époque pré-ordinateur sont en vérité des mines d'or bien plus précieuses que nos bouquins modernes qui se contentent de débiter des premières lignes d'ordinateur insipides. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.